Isabelle Mergo, elle était née en 1958, son père était chirurgien, elle avait grandi à Aubervilliers. À 18 ans, elle avait ce chuintement qui faisait sa marque de fabrique et un orthophoniste lui avait conseillé de garder ce chuintement qui pourrait la différencier dans le milieu du théâtre. Son premier rôle, c'est en 1979, La Dérobade, un joli film d'ailleurs de Daniel Duval qui avait eu un immense succès avec Miu Miu qui jouait une prostituée. Je pense que c'est un film qui avait dû avoir quelques Césars, comme Diva de Jean-Jacques Benex. Ce sont des films qui ont marqué une génération. Diva, c'était un certain esthétisme, l'esthétisme des années 80 de Benex, avec un des premiers rôles de Richard Bohringer, également avec la musique qui avait été très présente dans ce film. Et Jean-Jacques Benex avait fait ensuite Les Lunes dans le Caniveau, qui avait été allé à Cannes. Qui avait été un immense échec. Et puis dans les années 80, elle va faire Prof en 1985, un film de Patrick Schulman avec que tout le monde a vu, revu et revu encore, avec Patrick Bruel notamment. Elle joue également Miss Lulu, elle joue Une nuit à l'Assemblée nationale, elle joue Les Clés du paradis, et puis elle intégrera la bande à Ruquier. La bande à Ruquier, elle est allée de France Inter à RTL en passant par Europe 1, puisque vous avez travaillé, je crois, avec elle. Oui, absolument, On va gêner sur l'antenne d'Europe 1. Une femme très sympathique. Fabrice Lafitte à la réalisation aujourd'hui, comme tous les jours. Elle l'avait suivi de la bande de l'émission Rien à cirer sur France Inter jusqu'à On va se gêner, donc sur Europe 1. Et puis après, Laurent était parti pour RTL. Elle avait commenté également avec Laurent Ruquier pour France 3 le concours de l'Eurovision de la chanson qui se déroulait à Riga en Lettonie. C'était une figure populaire, multifacette de nos métiers, puisqu'elle avait fait la chanson, elle avait fait le théâtre, elle avait fait le cinéma, et puis elle avait fait également comment appeler cela, une personnalité des médias qui intervient dans des émissions et qui font le sel précisément de ces émissions pour les médias, pour les télés, un bon client, comme on dit. Et je crois que nous sommes avec Bernard Mabille, qui est là et qui doit être comme nous très triste. Bonjour Bernard. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Quel souvenir et souhaitez-vous garder d'Isabelle Mergo? Écoutez, je dirais d'abord, parce que ça vous êtes passé un peu vite, c'était un grand auteur de théâtre et grand auteur de films. Vous avez raison. Elle savait écrire. C'est un très très bel auteur qui était peut-être un petit peu caché par la face fantaisiste de la dame, mais c'était remarquable. Et elle avait écrit, effectivement, je vous trouve très beau. Pardon ? Elle avait eu un César pour le film Je vous trouve très beau. Oui, son dernier film s'appelait Les Mains d'or avec Balasco Wilson. Je sais pas, je l'ai vu 2-3 fois. C'était superbement écrit. Non, bel auteur. On a travaillé un peu ensemble, mais elle était très 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 professionnelle. Moi, je m'attendais à au départ, une nana un peu légère, mais pas du tout. Elle était hyper professionnelle. Elle savait ce qu'elle écrivait, elle savait ce qu'elle fait. Alors moi, je l'ai connue chez Bouvard, aux Grosses Têtes. C'est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis allé faire la première émission des Grosses Têtes. Elle était arrivée avant moi à rue Bayard et elle m'a accueilli avec le sourire. Je me suis dit, s'ils sont tous comme ça, ça va se passer très bien. Et puis depuis, on est bien sûr devenus copains. Et moi, je suis allé voir toutes ces pièces, bien sûr. Et puis, je l'appelais et tout ça. Elle rigolait comme un mec. C'était une petite sœur, quoi, pour moi, vous voyez. Il y avait quand même une certaine différence d'âge. Elle était toujours de bonne humeur, elle était cultivée, on pouvait se moquer d'elle, elle jouait le jeu. Elle était pas bégueule. Mais alors, je pense, aujourd'hui, Pascal, je pense à ces 2 petites filles qu'elle avait adoptées. Ça me passe partout. Et dans nos métiers, tout le monde ne fait pas l'unanimité. Et puis, il y a parfois des gens que le public aime. Et puis, ceux qui travaillent avec eux savent qu'ils ne sont pas toujours à l'image qu'ils renvoient. Je m'aperçois qu'Isabelle Mergo, tout le monde l'aimait. Oui, mais moi, elle m'a fait découvrir la fondue. Elle était marrante parce que on est allé un jour s'éclater à Neuilly, la fondue de Neuilly. Elle m'a dit, vas-y. Et j'ai dit, mais attends, il faut que je fasse gaffe à ma ligne. Et le lendemain, elle me donnait l'adresse d'un docteur un peu véreux qui faisait maigrir en 3 séances.
Oh non, moi j'ai appris ça, j'étais dans le TGV, je suis quand même, ça me fout mal au cœur. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, je lui demandais de ses nouvelles, comme ça, elle était assise à côté on était assis l'un à côté de l'autre, elle m'a dit ça va pas bien. Puis j'ai essayé de la rappeler, elle m'a dit rappelle-moi, j'ai essayé de la rappeler, puis ça répondait pas. Mais je pensais qu'elle était en tournée, ou vous voyez, c'était pas. Voilà, puis j'ai appris ça, alors là, ça m'a foutu par terre. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de moi. Non, mais il y a beaucoup de tristesse, forcément. Ouais, c'est un beau personnage. Je suis très très fier de l'avoir connue, de l'avoir rencontrée, d'avoir travaillé avec elle et d'avoir été, je pense, peut-être pas un ami intime, mais un bon copain, quoi. Merci beaucoup. Décidément, Pascal, cette semaine, le bon Dieu n'a pas envie de se marrer parce que après Bruno Salomon, Isabelle, c'est dur. Merci Bernard Mabille. De rien. Évidemment, votre nom est aussi associé à Thierry Leluron et c'est assez incroyable de penser que Thierry Leluron est mort il y a 40 ans, cette année en novembre, cela fera 40 ans. Et je pense qu'au moment... Pascal, oui. Je vous en prie. Non, je dis, j'arrive à un âge où tous les copains meurent les uns après les autres et petit à petit, j'efface les noms et les téléphones sur mon iPhone et finalement, je m'aperçois qu'il ne reste plus que le mien. Ce qui est quand même dramatique. Alors, vous venez de dire une chose qui est assez intéressante parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, moi, je n'efface jamais précisément le numéro de téléphone. Moi non plus. Je n'efface jamais les messages, pour tout vous dire. J'efface pas les messages, mais les téléphones, je les efface. Ouais. Et je n'efface pas non plus les noms de ceux qui meurent, ce qui fait qu'avec l'âge, bien sûr, et puis ce monde numérique qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, peut-être comme il est, eh bien, j'ai les messages de Thierry Roland dans mon téléphone. Vous les relisez parfois ? J'ai les messages de Bernard Tapie, j'ai les messages de beaucoup de gens qui sont décédés. Est-ce que je les regarde parfois ? Jamais. Je crois que je ne les regarde jamais et on n'efface pas non plus non seulement on n'efface pas les messages, mais on n'efface pas non plus les messages oraux, puisqu'il y a une mémoire aujourd'hui numérique et c'est assez vertigineux sans doute, mais là je n'effacerai plus les téléphones alors. Non, mais chacun dans ce monde, dans ce monde, j'ai envie de dire fait comme il veut. Mais c'est vrai que je vous entendais dire cela et effectivement, vous voyez, je suis en train de taper pour tout vous dire ces messages et c'est vrai que ils sont toujours là, ils sont encore là. Non, je disais que votre nom est évidemment associé à celui de Thierry Leluron et forcément à l'automne prochain pour les 40 ans de Thierry Leluron. C'est absolument sidérant. Combien tous ces artistes des années 70-80 qui sont morts, combien ils sont présents 40 ans plus tard. Et dans les années 80, les artistes des années 40 n'étaient pas présents de la même manière. Mais pas du tout. C'est-à-dire que là, des gens comme Thierry Leluron, comme Dalida, comme Joe Dassin, comme Thierry, comme Claude François, etc. Mais comment vous l'expliquez ? C'est la nostalgie, on est nostalgique un peu de tout ça. D'abord, ils avaient un talent exceptionnel. Thierry Leluron, c'est absolument sidérant. J'en ai parlé avec Bernard. Voilà, c'est un génie. Donc tu peux le revoir aujourd'hui. C'est un charisme qui passe tellement son sourire. L'année 86, ça a été terrible parce que j'ai perdu Thierry, Coluche, Desproges. Bien sûr. Et Balavoine est mort. Et Balavoine était mort en début de saison. Bien sûr, bien sûr. Mais Balavoine, c'est inégalé. Pourquoi c'est si présent ? Cette génération-là. La chanson française, je veux bien qu'on parle en permanence encore d'hier, mais on va nous dire c'était mieux avant. La génération de Jean-Jacques Goldman, de Michel Berger, de ces gens-là, mais c'est des talents exceptionnels et qui arrivaient juste après Véronique Sanson, Michel Jonas. Vous avez l'équivalent de Véronique Sanson aujourd'hui ? Non, mais peut-être qu'on difficile à trouver. Peut-être qu'on écoutera Gims ou Jul dans 40 ans, qui sait, hein ? Peut-être qu'on vous écoutera vous aussi. Merci Bernard Mabille. Vraiment merci, on vous embrasse.
Bernard, je ne sais pas quelle est votre actualité en ce moment. Si vous êtes sur scène, moi je vous écoute régulièrement avec Jérôme Deverdière parce que je suis un fan de la revue de presse le lundi soir tous les 15 jours, qui est un ovni pour moi, mais moi j'aime bien les ovnis. Je sais pas, je trouve que c'est une émission qui ressemble à aucune autre. On va au café-théâtre comme on allait avant. C'est très agréable. Il y a Bernard Chevalier, c'est Bernard Chevalier, notre ami Philippe Chevalier. Bernard Chevalier, c'est un journaliste. Philippe Chevalier, qui fait des plaisanteries tout à fait étonnantes, mais ça fonctionne. Oui. Donc il y a Bernard Mabille qui est là, il y a Jacques Maillot, et puis il y a Jérôme Deverdière que j'adore. Donc c'est une émission. Il y a l'émission, mais il faut aller vraiment les voir sur scène. Moi, je suis allé les voir. Bien sûr. C'est absolument extraordinaire parce qu'en plus il y a un public. Il y a vraiment un public qui est là, qui revient, etc. C'est assez Bernard, fantastique. c'est quoi votre actualité en ce moment? Vous êtes toujours sur scène? Ce soir, je suis à Chalon-sur-Saône, au théâtre de Chalon-sur-Saône. Mais c'est à Chalon-sur-Saône qu'il y a eu, c'est la ville de Monsieur Platret. Oui. Ah ben c'est là qu'il y a eu l'incident, l'incident. Vous allez peut-être en parler d'ailleurs avant ce soir sur scène, parce que. Puis oui, bien sûr. Et puis le 29 et le 30, je suis à la Nouvelle Lève. La Nouvelle Lève, qui est un cabaret magnifique. Bien sûr, la Nouvelle Lève à Paris, évidemment. Mais en fait, vous bossez tous les soirs. Je vais tirer les leçons des municipales. Bon, vous bossez tous les soirs. Ça n'arrête pas. Il est 16h14. Merci Bernard, on vous embrasse. À Isabelle. Merci, on vous embrasse très fort. Et on va être avec Olivier Benkemoun dans une seconde. C'est vrai que j'avais pas assez insisté sur l'autrice et la réalisatrice qu'elle était, donc on va en parler tout de suite après la pause. Olivier, spécialiste de cinéma, de théâtre, de culture. Vous aviez rencontré Isabelle Mergo? Oui, je l'ai rencontrée sur un film qui s'appelait Donnant Donnant. Si vous voulez, vous pouvez parler dans le micro. C'est plus simple. Je vais essayer, oui. Parce que si vous voulez me parler à l'oreille, on peut. Mais c'est mieux de parler dans le micro. Vous avez le droit. Non, mais peut-être que ça marche pas. Non, ça marche bien, il faut juste parler. Non, ça 30 ans de radio. Ça marche très bien. Magnifique. Non, moi, je bien pour venir. Oui. Vous disiez tout à l'heure, et Bernard le disait également, c'était une grande, c'était une autrice, c'était une grande autrice. D'abord, elle a écrit un roman, 2017, mais surtout, à un moment donné, elle fait plein de comédies dans les années 80, on les connaît tous. Il y avait Prof, vous les avez cités. Prof, c'est très rigolo. Mais elle s'arrête. Surtout, elle décide de mettre un coup d'arrêt à sa carrière au cinéma. Et elle dit, non, moi, ce qui me plaît, c'est d'écrire, en réalité. Et elle va se concentrer sur l'écriture. Elle va écrire, je crois que c'était le premier film de Junio. Comment ça s'appelait? Pinot Simple Flic? Non. Le premier film de Junio, c'est pas Pinot Simple Flic? Non, c'était Pinot. Ça, c'était Pinot. Mais alors, avec une jeune femme qui a disparu, je crois, qui s'appelait Fabienne Bab ou Dab. Fabienne Bab. Je suis pas sûr. Il n'y a pas Fanny Bastien? Non, c'est Fanny Bastien. Parce que dans les années 80, il y a eu plein de jeunes filles qui ont fait un film ou deux, et je rêverais de savoir ce que ces jeunes femmes sont devenues. Que sont-elles devenues? Que sont-elles devenues? Fanny Bastien. Je crois que c'est Fanny Bastien. Elle était très à la mode. Alors Valérie Caprisky qui a fait un film de film. Alors évidemment, elle a fait une carrière après, mais pour une qui est restée et qui avait fait Rendez-vous et qui est Juliette Binoche, beaucoup, effectivement, n'ont fait souvent qu'un film. C'était la mode des années 80. Un film, et puis tu disparais. Bon, là, Fanny Bastien, en l'espèce, sa filmographie est assez fournie. Elle a fait quand même des choses. C'était vraiment une petite star. J'espère pour elle qu'elle travaille et que tout va bien pour elle. Son dernier film était en 2006. Oui, on est en deuil. C'est 20 ans qu'elle n'a rien fait. Mais bon, mais ne souriez pas parce mais que soyez pas médisants, c'est pas facile de. C'est vous qui le dites. Non, attendez, mais moi je ne souris pas. Vous êtes en train de vous sourire parce qu'une fille n'a pas tourné depuis 20 ans. Mais oui, c'est donc. Mais non, ce qu'elle dit, c'est assez fourni, c'est pour ça. Je m'attendais à un ou deux films, mais j'en vois un peu plus. J'ai rien dit là. J'essaie d'être positive. Non, mais Sarah Salman, il faut bien que vous compreniez sa psychologie. Si je dis A, elle dira moins A. Voilà. C'est vrai? C'est ça. Non, il y a plein de choses où on est d'accord. C'est ça, c'est la psychologie de Sarah. C'est pas vrai, il y a plein de choses où on est d'accord. Et elle va me dire, il va dire. C'est la bonne définition de Sarah Salman. C'est pas vrai, il y a plein de choses sur lesquelles on est d'accord. Oui, mais alors hors antenne, de moins en moins. Non, je peux vous trouver plein d'exemples. Bon, est-ce qu'on peut parler par Isabelle Bergo? C'était pas le premier film de Junio, mais Meilleur Espoir Féminin a été un film réalisé par Gérard Junio. Très beau film. Et c'est Isabelle Mergo qui avait écrit. Il est coiffeur. Oui.
Et il y a sa fille qui va devenir exactement très joli film en cachette. Et elle sait pas comment lui dire. Et c'était avec Bérénice Bejo qui était toute jeune. Exactement. Et je me souviens, il emmène. C'est très beau parce que c'est un père qui élève tout seul sa fille et le soir il lui emmène un verre de lait avant de s'endormir. Et vous vous souvenez qu'il avait des cheveux. Il avait des cheveux dans ce film. C'est un très très joli film. C'est un film de quelle année ? Je ne sais plus. C'est un film qui a quelques années, donc. Quelques années. Je dirais 2000, fin 90, non 2000. Non, Jeune Espoir féminin, 99. Vous voyez, c'est un film qui a 27 ans et je me souviens de cette scène. Oui, et puis ensuite, je le trouve très beau avec Michel Blanc. Ça c'est génial. C'était très beau film qu'elle réalise. Il y a quand même, je ne sais pas s'il y a des premiers films qui ont fait autant d'entrées, 3,5 millions d'entrées. Ça a été un immense succès populaire. Et elle devient non seulement, elle devient autre chose que cette jeune femme comique que la plupart des mais là, Français même connaissent. si c'est comique, c'est Christophe Dordain. Moyennement comique, mais en tout cas c'est bien écrit, quoi. Donc évidemment derrière il y a du rythme, il se passe des choses. Enfin, moi je me rappelle quand Junio se retrouve dans l'agence matrimoniale face à des jeunes filles qui arrivent de Roumanie parce qu'ils cherchent une femme. Michel Blanc, pardon. C'est absolument extraordinaire. C'est un très joli film. Bon, alors en marge de cela, il y a aussi le cancer. Et moi, ce qui me frappe, on aurait pu appeler le professeur Kayat d'ailleurs, c'est une nouvelle personne qui meurt d'un cancer. Et c'est vrai que même si David Kayat dit on a fait des progrès extraordinaires, et ce qui est une réalité, il n'empêche que le nombre de gens en France qui meurent d'un cancer... Et ça fait peur, vraiment. Voilà, comme si... Elle est jeune, 67 ans. Oui, 67 ans, comme cette fatalité, la difficulté de vaincre cette maladie, lorsque la bête entre dans le corps, elle n'en sort parfois plus. Et c'est vrai que les progrès sont là, l'immunité, comment on appelle ça l'immunothérapie, et merci Fabrice Lafitte de me donner le bon terme. L'immunothérapie manifestement fait progresser cette maladie, mais on est tous... On a tous un proche. Voilà, on est tous frappés par quelqu'un, non seulement... parce que Bruno Salomon, c'était ça, également. Donc vous avez... voilà, et c'est des gens très jeunes, et on est tous frappés combien cette maladie, aujourd'hui, est une cause de décès. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à supporter les traitements aussi, malgré tout. Mais les traitements, c'est terrible. Bien sûr, mais on vous envoie du poison dans le corps quand même. Oui. Vous avez du poison dans le corps, voilà. C'est rude, quoi. Bien sûr. Puissions-nous effectivement être épargnés de cela. Merci, chers camarades. On va marquer une pause. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez, non ? Quelques temps, rapidement, si vous faites Chuck Norris. On va parler de Chuck Norris. Parce qu'il faut savoir qu'on nous rajoute pendant le programme, et à chaque fois on voit rajout. On va en parler après la pause. On va parler puisque Chuck Norris, Chuck Norris. Mais c'est comme ça, c'est le plat du jour. Non, mais Chuck Norris, comme vous savez que notre ami Olivier est l'homme qui a des anecdotes. Les meilleures anecdotes après 40 ans de cinéma. Les compilés. Oui, il les a compilés. Mais est-ce qu'il a rencontré Chuck Norris ? Il nous le dira après la pause. Et là, on va faire effectivement, on a hâte. Mais ce qu'il nous raconte à chaque fois, c'est incroyable. Anecdotes, mais c'est croustillant. C'est croustillant. Qu'il a rencontré. C'est comme le dîner au César. Voilà, ça n'a le dîner au César, il n'a pas existé parce qu'il n'y avait pas de poulet, des masses de poulet. Il n'y avait pas du tout ça. J'ai vérifié, c'était de la choucroute. Mais bien sûr, on a essayé qu'il nous fasse revivre ce dîner des Césars. Mais à la fin, il n'y a même pas de dîner. Et vous avez dîné avec qui ? Avec des producteurs, c'est pas mal. Il y avait qui, le producteur ? Du cinéma. Voilà. Et Chuck Norris, à mon avis... on m'a servi un plat de lentilles ce soir-là. Je peux vous dire la vérité. Oui, vous étiez chez l'ophtalmo. Il est 16h26. J'étais au pays. Tout de suite.